Salut Guillaume. Salut Pierre, ça va? Oh, bah oui, ça va très très bien. En plus, dans ce coin de nature, comment ne pas aller bien? Génial. C'est un plaisir de te retrouver en vrai. Exact. C'est la troisième fois qu'on se retrouve sur Verisme TV et on va essayer aussi d'alimenter cette chaîne de Super France avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de Coffee Pixel. Ça va être intéressant, hein, parce que ça va être encore une occasion de parler de l'économie bleue. Exactement. Guillaume, là, on a commencé le tour Super France. Yes. C'est l'étape 0, on peut dire, hein, l'étape test en Vendée. Et pendant cette étape test, toi, tu as été vraiment l'ambassadeur de Coffee Pixel. C'est ça. Donc là, on saute sur l'occasion pour faire une vidéo en vrai, pas par Zoom, pas par webcam, et vous parler de ce petit produit dont je vais essayer d'être un ambassadeur en tout cas. Parce qu'il se cache beaucoup de choses derrière cette démarche. Exact. Ça va être passionnant d'en parler. Donc, présente-nous tout ça. Ok, l'idéal, c'est toujours de commencer par une petite histoire. Ouais. Tu sais qu'avec Gunther, on est très très enclin à raconter des histoires parce que comme je te le disais l'autre fois, je pense que c'est les histoires qui font les vainqueurs. Parce que le fait de pouvoir se rassembler vers une vision commune, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, de s'imaginer un futur nouveau. Et quand on s'imagine un futur nouveau, c'est là où on peut prendre des actions et passer le cap de ce qu'on est en train de tous de vivre, ce qu'on a tous vécu avec la crise du Covid, etc. Et donc voilà, c'est important de s'imaginer la suite. Donc pour la petite histoire, Coffee Pixel, c'est un produit innovant. Mais c'est un produit qui n'est pas innovant dans l'histoire. C'est-à-dire que on répète quelque chose qui s'est déjà produit. Et ce quelque chose qui s'est déjà produit, c'est la transformation du business model du cacao. Alors il faut savoir que le cacao, quand il est arrivé d'Amérique latine, c'était une boisson qui était consommée par les Incas. Et les Incas en fait consommaient le cacao avec des épices notamment parce que c'était très amer. Et en fait, la boisson cacao a été retranscrite à la manière européenne en y ajoutant du sucre, en y ajoutant des épices telles que la vanille, la cannelle, etc., etc. Et c'est en fait c'est un Britannique qui a en fait eu l'idée parce que il y avait un déchet en fait quand on fait du cacao en poudre, le déchet qu'on a c'est le beurre de cacao. Et donc un Britannique a eu l'idée en fait d'adjoindre encore plus de beurre de cacao que ce qu'on avait déjà à l'origine comme sous-produit, comme déchet si on veut, et de faire du chocolat en fait à manger. D'accord. Donc c'est ainsi qu'est né en fait le chocolat. Et aujourd'hui, le chocolat fait partie intégrante de nos vies et aucune personne ne remet en question le fait que le chocolat puisse être quelque chose de consommé, de mangeable. Et c'est exactement ce qu'on essaie de reproduire en fait avec le café. C'est-à-dire qu'on est parti du même constat, un constat très simple et qui est à l'origine de l'économie bleue. C'est-à-dire que quand on fait du café, on a énormément de déchets. Quand on fait du café, le premier déchet qu'on a, c'est in situ, c'est là où on produit le café. Quand on a la cerise de café, on a une partie fruit qu'on appelle le cascara, qui veut dire alors j'ai pas en français husk, qui veut dire la membrane, la peau, on va dire. Et en fait, donc c'est une partie fruitée qui contient énormément d'antioxydants. Il y a 30% plus d'antioxydants dans le cascara que dans la baie de goji. Qui est considéré comme un super aliment en tant que tel et très en vogue en ce moment. Exactement. Et pourtant, ce cascara, il est gâché. Il est gâché, c'est-à-dire qu'au mieux, il est composté sur place. Et au pire des cas, il est incinéré ou carrément jeté à l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand le cascara fermente dans l'eau, la fermentation, le processus de fermentation absorbe de l'oxygène et donc prive la vie aquatique de cet oxygène-là et donc pollue. Parce que une pollution, c'est une ressource inexploitée. Et donc quand on n'exploite pas la ressource, ça devient une pollution. Mais on peut maintenant transformer, et c'est là tout ce qu'on est en train de faire, tout le travail de Gunther avec l'économie bleue, c'est de transformer un déchet, transformer une pollution, quelque chose dont personne ne veut, en quelque chose dont tout le monde a besoin.
transformer quelque chose, oui, ce qu'on a sous la main et qu'on pensait comme inutile, comme en fait une ressource. C'est vraiment pas peut-être changer notre vocabulaire, ne plus utiliser ce terme finalement de déchet, mais d'opportunité. Exactement. Et avoir donc une nouvelle philosophie vis-à-vis de ce qu'on consomme. Et ce parallèle que tu fais avec le cacao est très pertinent, je pense. Et en plus, souvent, je veux dire, récemment mis sur le devant de la scène, c'est-à-dire, vous avez le chocolat moderne qui est vraiment... Tout le monde peut dire qu'il ne faut pas en abuser, on sait très bien que c'est pas bon, etc., machin chouette. Et puis de l'autre côté, la fève de cacao crue qui redevient comme un super aliment. Et depuis toujours, en fait, certaines populations le consomment. Il y a plein d'antioxydants dedans. Si on n'en abuse pas, ça peut vraiment être considéré comme un super aliment. Et finalement, on est en train de raconter la même histoire avec le café. Exactement. On avait dans notre imaginaire cette hyper-torréfaction d'une graine avec un grain de café très brûlé, où finalement il n'y a plus rien dedans, et le côté on va réexpliquer derrière, hyper excitant du système nerveux, etc. Ben finalement c'était une résultante de notre modernité. Ouais. Et puis maintenant on revient vers le cycle naturel des choses. À la base c'est un fruit, et comme tous les fruits il possède des vertus nutritionnelles, etc. Exactement. Alors je te propose, Pierre, qu'on passe après sur l'aspect santé, juste après. Bien sûr. Mais pour moi la chose importante en fait, c'est que il faut remettre les choses en contexte. Et le caféier, c'est un arbre qui a toujours poussé sous la canopée. Un caféier, ça a besoin de peu de vent, pas de vent, et donc pas mal d'humidité. Et donc c'est un arbre qui pousse sous les canopées des forêts matures. Donc on est aujourd'hui entouré de grands arbres, voilà. Et de jardiniers qui passent la soufflerie juste au moment où on enregistre la vidéo. Donc c'est sympa, mais c'est pas grave, on est dans la nature. Ça fait partie du charme. Exactement. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent le café peut-être comme de l'orge, comme du blé, comme une culture annuelle. Le café, ça en est rien. Le café, c'est une plante pérenne, c'est un buisson. Et donc, le fruit est sous forme de cerise. Et dans cette cerise, en fait, il y a 2 grains de café qui sont enclavés comme ça. Et donc c'est pour ça que le grain de café est plat, parce qu'en fait il y a deux noyaux qui se collent. Et donc ce qu'il faut voir en fait, c'est que le café, et en particulier l'arabica qui pousse dans une certaine altitude, c'est quelque chose qui est en fait très délicat. Il s'est récolté à la main. Et c'est une plante qui est pérenne, qui a besoin d'un sol qui soit en bonne santé, parce que lorsqu'on a constitution d'une forêt, on a ce qu'on appelle une litière, c'est-à-dire qu'il y a des feuilles mortes, etc. Donc en permanence, il y a quelque chose sur le sol. Les UV ne passent pas parce qu'il y a une couverture de la canopée, et il y a toute une vie du sol, toute une biodiversité en fait dans l'environnement naturel du café. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de multinationales en fait ont trouvé qu'en mettant des caféiers directement au soleil, eh bien, on augmentait la productivité. Et en fait, le problème, c'est qu'en privant le café de son écosystème naturel, on augmente certes la productivité, mais ça, c'est un point de vue qui est très linéaire en fait. Oui, monoculture. Exactement. Mais c'est un point de vue extrêmement linéaire. Nous, avec Coffee Pixel, en fait, l'idée, c'est de recréer l'écosystème du café. Et en fait de tirer un maximum de bénéfices de cet écosystème-là. Et donc ça passe par plusieurs choses. C'est que certes, en fait, en remettant le caféier sous canopée, on va avoir moins de quantité, mais on va avoir une qualité qui est sans précédent. Et là, on va pouvoir faire le lien aussi avec la santé. Mais Pierre, on sait en tant que naturopathe et passionné de botanique etc. que les plantes, les polyphénols, les huiles essentielles et tout ce genre de substances sont produites à partir du métabolisme secondaire de la plante, qui est le métabolisme influencé par son environnement. Et donc les polyphénols, pour que la plante développe des polyphénols, il faut qu'elle soit soumise à des stress. Et quand elle est soumise à un stress, ça peut être donc des insectes, ça peut être un taux d'humidité, ça peut être tout ce genre de choses. Et ce stress-là donc fait sécréter à la plante ce type de substance-là. Donc en fait, en ayant une approche holistique de la culture du café et en le cultivant dans cet écosystème-là, on va rendre dans un premier temps toutes ces vertus nutritionnelles
Mais également, et c'est là où on est aussi sur quelque chose de très intéressant, c'est que la barre de café, on prend une approche de specialty coffee. Le specialty coffee, pour t'expliquer un petit peu, c'est un petit peu l'œnologie du café. C'est-à-dire qu'un café, on a été habitué dans le modèle classique à ce qu'un café, ce soit de l'amertume. L'amertume, en réalité, c'est quelque chose qui découle de la torréfaction et de l'hyper-torréfaction. Et en fait, c'est un processus qui est aussi vachement utilisé parce que quand on utilise des fèves de café de mauvaise qualité, et typiquement avec le type de culture qu'on a actuellement, la plupart du temps, on a des grains de café de mauvaise qualité. Et donc, en fait, en torréfiant légèrement trop, on sort l'amertume, on masque toutes les saveurs annexes et on éduque la population à dire un bon café, c'est un café noir, c'est un café amer. Et non. Et non, le café, c'est beaucoup plus que ça. Le café, ça peut être des arômes de floraux, des arômes de jasmin, ça peut être des arômes de baies, de fruits rouges. Il y a beaucoup de complexité. Exactement, c'est quelque chose de très très complexe. C'est un grand cru, un café. Il y a des grands crus dans le café, comme il y a des grands crus dans le vin. Et donc, en fait, cette approche hyper holistique, ça nous permet à la fois de régénérer l'écosystème. En régénérant l'écosystème, on régénère les propriétés nutraceutiques du produit, c'est-à-dire qu'on va avoir un taux d'antioxydants, un taux de fibres et une plante en bonne santé en fait. On peut pas faire de la santé sans la santé. Donc, si tu as pas une plante qui est saine à l'origine, comment veux-tu que cette plante t'apporte à toi la santé? Bien sûr. Et donc, c'est tout ce parallèle-là en fait qu'on est en train de faire avec Coffee Pixel. Et pour revenir à la culture holistique, à l'aspect holistique du produit, c'est que nous, en fait, on cherche à refaire la forêt, qui est le fondement même de la biodiversité et de la résilience par la même occasion. Et en fait, on cherche aussi à exploiter cette biodiversité. C'est-à-dire que l'approche de café solide nous permet aussi d'exploiter cette biodiversité. C'est-à-dire que dans une forêt, on va avoir des champignons qui poussent, on va avoir des épices, on va avoir de la cannelle, on va avoir du clou de girofle, on va avoir de la badiane, on va avoir de la vanille, on va avoir peut-être même des eucalyptus. Et on va jouer en fait sur toutes ces strates forestières, on va peut-être même créer des prairies. Dans ces prairies-là, on va pouvoir avoir des plantes qui ont besoin de plus de soleil. Et donc, en fait, on peut jouer sur tout l'écosystème pour créer un produit qui soit le plus sain possible et qui valorise cette biodiversité. Et ça, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose, je sais que tu es très sensible à ça, Pierre. Et c'est pour ça, entre autres, que tu m'as proposé d'être le premier ambassadeur de Coffee Pixel. C'est que, eh bien, en fait, ça nous donne la capacité de valoriser la biodiversité d'une forêt. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de zones géographiques dans le monde où on ne voit la valeur des arbres qu'à travers la valeur d'un arbre coupé, d'un arbre mort. Et ça, c'est extrêmement triste et c'est pas du tout la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que si on considérait les forêts comme un jardin et qu'on les cultivait comme un jardin, qu'on arrêtait d'avoir cette approche de chasseur-cueilleur à tout le temps être en train de prendre sans se soucier de ce que l'environnement nous offre, nous offre et à quel point est-ce qu'il nous soutient en fait les services écosystémiques et ce genre de choses. Eh bien on est dans le déséquilibre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la science parce que tu connais l'électronique de Vincent. On sait que la vie est faite d'un phénomène d'alternance entre donner et recevoir. Et c'est aussi un problème qui a été soulevé maintes et maintes fois dans toutes les religions. Dans le bouddhisme, on parle de la voie du milieu, on a le taoïsme, etc., etc. Et donc, en fait, on est vraiment dans ce concept holistique qui nous est cher aussi en tant que naturopathe. Et donc moi, c'est pour toutes ces raisons-là qu'en fait, je me fais aussi l'ambassadeur de Coffee Pixel. Et j'espère donc pouvoir rassembler autour de ce produit en fait toute une communauté de gens qui soient passionnés, qui s'imaginent le monde de demain comme une vaste forêt dans laquelle on pourrait tirer tous nos besoins, parce qu'une forêt, c'est pas seulement la nutrition, ça peut être des fibres, ça peut être des colorants, ça peut être de la nourriture pour les animaux, ça peut être toutes nos substances qu'on a besoin pour la médecine, en tout cas médecine non enfin pas d'urgence, hein, parce que en tant que naturopathe, on sait très bien qu'il y a certaines choses où on a des limites, mais l'idée c'est d'être en état de santé, et comme tu le disais très justement, la santé ne se résume pas à l'état d'absence de maladie. La santé, on en a déjà discuté, mais pour moi, je pense que c'est la résilience.
Et donc la résilience vient de la diversité, et donc ils font consommer une diversité d'aliments, et la forêt nous apporte tout, nous apporte tout. Et vraiment c'est là encore où j'insisterai sur la différence entre le caféier et une céréale, c'est que c'est une plante pérenne. Une plante pérenne, elle produit de la valeur et elle se lègue à nos enfants. C'est un capital. Et donc si on prend soin de ce capital-là, on aura à coup sûr un monde meilleur. Et c'est ça, l'objectif final, je pense que pour tout le monde, c'est vraiment la recherche du bonheur. Parce que oui, l'écologie, ok, mais si on fait une écologie triste, une écologie punitive, comme je pense qu'elle est malheureusement trop souvent pratiquée en Europe, et notamment sur la scène française, on va pas dans le bon sens. L'idée, c'est pas de se flageller, l'idée, c'est de trouver des solutions, de passer à l'action, de mettre en place ces solutions-là, et de créer un monde meilleur, de créer un monde où tout le monde est heureux, et puis de créer, la santé. Super. C'est un très beau message, en tout cas une démarche philosophique qui s'inscrit totalement dans finalement cette économie bleue que présente le professeur Paoli notamment. Et ce projet de Coffee Pixel est vraiment intéressant. Avant de rentrer vraiment dans le détail finalement de comment on arrive à utiliser totalement le fruit, tout le préserver et sous quelle forme finalement le café va pouvoir être consommé, cette forme donc solide. Vous allez mettre en place une charte justement pour que le producteur de café s'inscrive justement dans la réhabilitation de sa forêt et de la culture vraiment holistique de son lieu de production. Ça commence à Madagascar, c'est ça? Concrètement, comment ça se passe pour la reforestation? L'idée, c'est qu'en fait, ce produit va s'auto-alimenter pour la régénération des forêts. C'est-à-dire que le produit sert à créer de la valeur sur le consommateur final, puisqu'il faut voir qu'en fait la chaîne de valeur dans le café est extrêmement déséquilibrée. C'est-à-dire que nous, en fait, avec Coffee Pixel, on remet simplement l'équilibre dans la chaîne de café. C'est-à-dire que le café, c'est la deuxième commodité la plus échangée au monde, après le pétrole brut. C'est un marché qui est colossal. Et malheureusement, l'essentiel de la valeur qui est créée sur ce marché-là ne revient jamais au consommateur. C'est-à-dire que cette valeur-là, elle est créée par les intermédiaires, la torréfaction, puisqu'il faut savoir en fait que le processus de torréfaction est très délicat. Parce qu'une fois que tu as torréfié ton grain de café, si tu attends trop longtemps avant de passer du grain torréfié au consommateur final, tu vas perdre en saveur, parce que quand on perd la vie, on commence à avoir la pollution. Et donc la pollution, c'est-à-dire que le café commence à dégazer, perdre ses arômes. Et donc plus on le dénature, plus on perd l'effet matrice, comme on appelle ça en nutrition, et bien plus en fait la dégradation est rapide. Et donc à partir du moment où on torréfie, on a perdu la vie, on commence la matière commence à se dégrader. Et donc du coup, il faut qu'il y ait un temps assez restreint en fait entre le moment où on torréfie et le moment où il y a le consommateur final. Et donc tout a été basé là-dessus, c'est-à-dire que du coup on a les caféiculteurs qui produisent du café vert. Le café vert est exporté vers un intermédiaire, et cet intermédiaire-là va donc torréfier le café et ensuite le distribuer. Et là encore, je fais un modèle assez simple, mais en réalité la chaîne du café, on estime qu'il y a au moins 16 intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Et donc à chaque fois, eh bien c'est des marges qui sont prises, et donc c'est de l'argent qui ne revient pas au consommateur final. Et le producteur est exploité en plus de son côté. Exactement. Et donc un exemple que cite très fréquemment Günther, c'est que Georges Clooney, avec toutes ces pubs qu'il a fait pour Nespresso, a gagné plus que l'intégralité des caféiculteurs pour toutes les tasses de café qu'a vendu Nespresso. Et donc en fait voilà, la valeur est vraiment du côté du consommateur, du côté j'ai envie de dire des pays développés, parce que en fait ce qui crée la valeur, c'est la vente des machines à café. Faut savoir qu'il y a des machines qui coûtent le prix d'une voiture pour un expresso, etc. Tout ce qui est merchandising et surtout ce processus de torréfaction. Alors nous, en fait, ce qu'on propose, c'est qu'on travaille directement avec les caféiculteurs. Et la première chose qu'on fait déjà, et qui est évidente, c'est que comme on leur offre une possibilité de valoriser quelque chose qui était un déchet pour eux, on leur ouvre une nouvelle opportunité de créer de la valeur sur quelque chose qu'ils n'en avaient pas. C'est-à-dire qu'on leur achète le cascara. Et ça, déjà, c'est un gros plus. Vous achetez tout le fruit. Exactement. Parce que déjà ça, on pourrait dire qu'on double leurs revenus. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé par aucun label Fairtrade. Déjà là,
on outcompete. Ouais, bien sûr. On sort les concurrents. Il n'y a pas de concurrents. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, nous, on va traiter directement la cerise de café. Et donc, on achète aux caféiculteurs directement cette cerise de café. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cerise de café, elle contient de l'eau. Et que entre le caféiculteur qui va vendre sa fève de café vert pour le torréfacteur et la cerise de café en l'état, la part d'eau, eh bien, c'est un facteur 5. D'accord. C'est-à-dire que du coup, on va l'acheter le café 5 fois plus cher puisqu'on achète la cerise de café le même prix qu'un café vert. Donc on va acheter de l'eau et donc du coup, eh bien, c'est une technique très utilisée par les industriels, sauf que nous, on l'a fait à l'envers. Les industriels, ils rajoutent beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, etc. pour maintenir l'eau dans les produits, comme ça coûte pas cher. Nous, on fait l'inverse, on achète le produit avec l'eau et donc comme ça, on achète plus cher aux producteurs. D'accord. Et donc forcément, les producteurs souhaitent travailler avec nous, sauf que nous, le standard qu'on impose, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est le standard Regenerate the Forest. D'accord. Régénérer la forêt. Il y a une charte, dit, ok, on travaille avec vous si vous remplissez telles conditions. Exactement. Et alors, je pourrais te passer le logo, Pierre. Ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est faire quelque chose qu'on appelle le Blue Blend. Le Blue Blend, donc inspiré de la Blue Economy, et Blend pour mélange. C'est-à-dire que on souhaite proposer une approche café solide, dans laquelle en fait on pourrait à terme aussi y incorporer des épices produits sur ce même écosystème forestier, des champignons, des extraits de champignons. On pourrait incorporer énormément de choses. Et d'un autre côté, on pourrait aussi avoir, pour mobiliser du volume de ces caféiculteurs-là qui souhaitent travailler avec nous et régénérer les forêts, on pourrait avoir café à boire. Et en fait, ces cafés-là, on réutiliserait le marc de café pour faire la culture de champignons. Et donc pour réincorporer dans le blend, réincorporer dans le mélange. Et donc du coup, en fait, créer un écosystème sans production de déchets et où tout est valorisé. Et donc du coup, en fait, voilà, créer un maximum de valeur à chaque transformation. Et sachant qu'il y a des transformations qui se font in situ sur le lieu de production, la chaîne de valeur de Coffee Pixel est beaucoup plus égale et donc il y a un revenu qui est de 5 à 25 fois plus pour les caféiculteurs. Génial. Donc voilà. Tout le monde y gagne. Bien sûr. Donc, on régénère la forêt, on fait une reforestation massive. Exactement. On propose un produit qui est tout autre finalement que du café. C'est même pas un produit différent, c'est un produit de nature différente. C'est même pas, il n'y a pas à les comparer parce que le procès, c'est encore une fois comparer la fève de cacao crue avec le chocolat industriel. Donc exactement. C'est un monde qui sépare les deux. Je te propose d'aborder le côté santé. Exact. De la chose. Donc déjà, le format. Ça va être une petite barre de 10 grammes qui ressemble finalement à une petite barre de chocolat. Exactement. Avec des carrés, des tout petits carrés. C'est pour ça que le pixel est là-dedans. Donc tu vas pouvoir nous le montrer. Alors ouais, moi je vais en ouvrir une et je vais en manger une. Ah bah alors mange. Je commente moi. Par exemple, tu m'as proposé d'être un test. Alors j'y suis allé avec mon approche, vous me connaissez, c'est-à-dire moi c'est le corps humain, c'est l'hormèse, c'est je trouve moi-même mon énergie, toutes les sollicitations externes, caféine, théine, etc. Je les ai bazardées depuis longtemps parce que je vais toujours être au plus proche de mon ressenti. Donc j'y suis allé comme ça. Je t'ai cru, parce que c'est toi. Et tu m'as bien expliqué que ça n'avait rien à voir par rapport à etc. J'ai dit ok d'accord, on va tester. J'ai testé et c'est vrai que je n'ai pas eu cet effet que peut avoir le café de tout d'un coup vous allumer complètement et vous mettre dans un état de tension très très fort, système nerveux sympathique, etc. Avec un crash sans doute 1 heure ou 2 après. Ça je ne l'ai pas eu. J'ai à chaque fois consommé une demi-tablette par une demi-tablette. J'ai mis une tablette en entier, donc 5 grammes par 5 grammes. Sachant qu'une petite tablette comme ça de 10 grammes, c'est l'équivalent d'un expresso. Exact. Donc c'était un demi-expresso à chaque fois, mais ce que tu m'as très bien expliqué, et tu vas me corriger si je me trompe, c'est que notamment par la digestion et par le fait que ce soit solide et qu'on ait l'entièreté de ce fruit-là, eh bien la vidange gastrique, tout le processus digestif, le fait de mâcher, la mastication, etc., avec nos enzymes salivaires, les lipases, les amylases, etc., fait que
L'absorption, par exemple, de la caféine se fait beaucoup plus lentement dans le sang. Les antioxydants sont préservés et donc on a par exemple l'indice PRAL Exact. qui est bien meilleur. Donc c'est l'indice qui mesure l'acido-basique d'un aliment, donc l'influence que ça a sur le pH sanguin. Et ben là, on a pu comparer ça ensemble, on regardait des graphes par rapport à ça. On était au niveau de la baie de goji. Alors ça c'est pour l'ORAC, c'est pour la quantité d'antioxydants. On est au niveau de la baie de goji. Mais l'acido-basique, on l'avait regardé ensemble et il me semble que c'était assez, c'était vraiment bien. C'était 12 000. Alors le PRAL c'est des valeurs négatives pour être dans le basique. Et alors le PRAL, il me semble pas que moi j'ai pas vu de valeur PRAL. Par contre, effectivement, tous les fruits sont basiques. Strictement tous les fruits sont basiques. Il y a du potassium dedans. L'indice. Alors bon, tu sais, en naturopathie, on dit que le café est acide parce que il y a deux côtés qu'on leur reproche, c'est l'acidification et le côté excitation. Exactement. Ouais. Alors on va débattre de ces trucs-là. Ouais. Moi, ce que je te fais remarquer, c'est que la fonction crée l'organe. La fonction crée l'organe. Ouais, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais ouais. Il faut une certaine stimulation pour que les organes se régénèrent. Et il y a pas mal d'études qui montrent que les antioxydants du café, en fait, favorisent la neuroplasticité. Et donc, on sait aussi que la caféine, à petite quantité, et alors là après c'est un débat individuel. Je pense que tout ce qu'on trouve dans la nature finalement n'aura pas d'effet, comment tu sais, on parle de l'index glycémique, l'index de insulinimique, quelle importance et quelle implication que ça a. Mais si vous consommez un fruit dans son entier, généralement vous n'aurez pas un pic d'insuline. C'est ça. Voilà, une gestion de la glycémie. Donc là c'est plus ou moins la même chose. La nature elle nous propose un fruit en tant que tel. Si on en mange dans des quantités raisonnables et si on n'en abuse pas, etc., etc. Exactement. Il n'y a pas de, voilà. Alors c'est l'effet qu'on appelle l'effet matrice, où le tout est supérieur à la somme de ses parties. Ouais, propriété émergente. Exactement. Et donc en fait, en utilisant l'intégralité de la cerise de café, on préserve un maximum cet effet matrice. Il faut savoir que la torréfaction qu'on utilise aussi pour un café solide, c'est pas du tout la même approche que pour un café liquide. L'approche qu'on a, c'est que c'est des baristas qui ont développé le produit. Donc comme on disait tout à l'heure, pour eux, le côté aussi gustatif est ultra important. Et ils souhaitent l'intégralité du spectre du café avec des acides, des côtés fruités qu'on retrouve d'autant plus avec la baie de café, le cascara. Et donc en fait, on préserve l'effet matrice avec ces antioxydants. Avec les fibres, parce que le marc de café, bon bah c'est des fibres insolubles. On a aussi des fibres solubles de la part du fruit. On a une couche de mucilage autour en fait de du cascara et la graine. En fait, si on appuie, la graine sort toute seule parce qu'en fait il y a cette gelée qui glisse. Voilà. Donc c'est un petit peu comme quand on met des graines de chia dans l'eau, ça fait de la gelée. Voilà. Pour expliquer un petit peu. Et donc les mucilages aussi, c'est ce qui donne en fait l'effet anti-inflammatoire gastrique de la mauve, par exemple, qui est très utilisé en phytothérapie. La guimauve aussi, les guimauves, ça vient de la plante guimauve parce qu'il y a des mucilages dans la racine et on faisait le bonbon avec la plante. Exactement. Et donc on a tout ça en fait dans le grain de café, et donc tout ça se retrouve dans la barre de café. Et donc en fait préserver l'intégralité, ça permet de préserver l'équilibre naturel. Et notamment en fait quand on a un café qui est très torréfié pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en torréfiant plus, on est plus amer et on masque les arômes parce qu'on masque en fait la poor quality, la mauvaise qualité de café et la complexité de la chose. Exactement. Et comme on cherche à masquer ça, en fait l'hypertorréfaction, il faut savoir que les molécules sont plus ou moins sensibles à la chaleur. La caféine est très peu sensible à la chaleur. Et donc en fait, quand on torréfie, on perd les antioxydants et on garde que ce côté et on garde la caféine. Les antioxydants ont une action antagoniste sur la pression sanguine à la caféine. Quand il y a que la caféine et pas les antioxydants, c'est là où on peut avoir des palpitations. Et donc en fait, en préservant l'intégralité, cet effet matrice où je reviens encore dessus, eh bien, on a un produit qui est complètement différent en termes de ressenti. Bien sûr, et d'impact sur la physiologie. Exactement. Et donc le but est là où on rejoint tout à fait aussi ta philosophie, Pierre. Alors après, toujours adapté à l'échelle de l'individu, c'est que l'idée, c'est que la meilleure caféine, c'est le sommeil.
La meilleure caféine, c'est le sommeil. Et donc l'idée, c'est si on a un produit qui ne fait pas faire les montagnes russes comme ça en permanence, on peut se permettre de consommer beaucoup moins de caféine, on peut se permettre de beaucoup moins stimuler les surrénales et de rester dans quelque chose de physiologique. Bien sûr. Et donc, en fait, si la courbe du café c'était ça, la courbe du Coffee Pixel, ce serait ça. Bien sûr. Et l'approche pixel, donc quand on refait voir le produit, c'est-à-dire qu'on a une barre de chocolat en fait avec des petits carreaux. Et donc en fait quand on peut casser juste un petit carré, prendre un petit carré de temps en temps, et en fait ça apporte un micro dosage de caféine. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que on sait très bien dans l'homéopathie. Ce qui est impossible à faire avec un truc à boire, quoi. Bah, en tout cas, c'est très compliqué. Tu vas pas boire, en plus ton café va être froid après, enfin bref. Et tu vas perdre des arômes, et voilà. Sûr, ouais. Exactement. Et en fait, on a ce qu'on appelle donc un micro-dosing de caféine. Et donc ça stimule l'organisme, mais sans le mettre en... Enfin, c'est un micro-stress. Donc en fait, on fait comme l'homéopathie, on délivre un message. Exactement. C'est plus de l'ordre de l'information que de l'ordre de allez, on y va, quoi. C'est qualité versus quantité. Exactement. Toujours. Ouais. Et donc en fait, bah voilà, on peut consommer selon les personnes, on peut consommer une barre de café sur la journée en cassant un petit pixel. En plus, c'est moins du coup pâteux en bouche ou quoi que ce soit parce que c'est un produit quand même qui est à prendre plutôt avec de l'eau. Et donc en fait on peut avoir donc un apport régulier de polyphénol parce que les polyphénols c'est pareil, ils n'ont pas une durée de vie extraordinaire dans l'organisme, donc un peu de polyphénol, un peu de fibres et la caféine qui délivre un petit message. Et il y a des études américaines, hein, les Américains sont vachement adeptes du microdosing sur des drogues aussi. C'est le LCD qui prennent en microdosing pour stimuler la créativité, puisque bon, c'est une drogue hallucinogène quand elle est prise massivement et de manière récréative, mais en microdose en fait il y a des aspects où on se sent un peu plus c'est cerveau gauche, c'est ça, moins pragmatique, mais plus créatif, plus connecté à son environnement, etc., etc. Et donc la caféine peut offrir des propriétés similaires en microdosing. Simplement, effectivement, c'est une approche qui est difficile à avoir avec un café liquide. Bien sûr. Voilà. Super, super intéressant. Tu m'as parlé d'un projet. Moi, j'ai vraiment à cœur d'être ambassadeur de ça. Non seulement parce que je pense, tu as dit, notre but c'est pas de remplacer le café. Moi, je pense que ça peut le devenir. C'est-à-dire, je vois très bien dans tous les gens que j'accompagne, beaucoup de gens qui essaient de se sevrer du café, et je vois à quel point ça pourrait les aider de justement faire. Moi, j'accompagne beaucoup de gens en coaching et même dans mes stages, etc. Beaucoup de gens qui veulent se sevrer du café. Et je vois à quel point, là, ça pourrait être une alternative. Même si tout à l'heure, tu as dit notre premier but, c'est pas de remplacer le café comme il est consommé actuellement. Moi, je pense que ça peut le devenir. Il y a cette première approche-là de proposer une alternative pour ceux qui veulent un peu décrocher justement du café qui finalement leur pourrit la vie parce que abîme leur santé, abîme leur système nerveux, abîme leur moral, leur mental, etc. Et ça, on peut vraiment avoir quelque chose qui peut contrebalancer, être un intermédiaire vraiment très 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 intéressant. Après, il y a vraiment ceux qui sont très intéressés par le biohacking, qui est très en vogue en ce moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être un super aliment je suis déjà en bonne santé, mais je veux aller un petit peu plus loin. Les gros sportifs, etc. Comment c'est très en vogue. Alors là, on pourrait arriver justement dans un milieu où il y a tout et son contraire, c'est-à-dire des gens qui vont consommer des produits qui sont très transformés. Finalement très mauvais pour leur santé, mais dans une recherche de performance, ils y vont quand même, ils se disent tant pis, moi ce que je veux c'est la performance. Là on pourrait vraiment avoir un contre-pied, se dire ouais d'accord, mais là je te propose un produit qui est non seulement bon pour ta santé, mais en plus va pouvoir te donner une clarté d'esprit et va pas aller en l'encontre de ta physiologie. Donc il y a aussi un bon marché là-dessus. Et en étant cet ambassadeur-là, j'aimerais jouer sur ces deux tableaux-là, ces deux marchés-là. Toi, tu m'as dit super, mais on va pas faire. On pourrait faire une chose, c'est pas encore délimité, c'est pas encore arrêté, mais c'est juste une proposition que tu as évoquée. On pourrait faire une chose, c'est que ne pas faire comme d'habitude, qui est
très fait sur YouTube, Facebook, etc., où des gens font la promotion d'un produit et disent bon, bah si vous passez avec le code Verisme TV, en fait moi je gagne des sous derrière, etc. Exactement. Parce qu'ils ont une réduction. Toi tu me dis non, on va pouvoir par exemple réfléchir à un projet de à chaque fois que quelqu'un commande via Verisme TV avec un code, c'est pas qu'il y a des sous qui me reviennent, c'est qu'on plante un arbre. Exactement. Tu vois, ça pourrait être, je trouvais ça une super idée. Alors là, pour moi, c'était vendu. Ok, d'accord, on y va à fond. Exactement. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre en place et qu'on va mettre en place. Ouais. L'idée, en fait, c'est que à chaque fois qu'il y a une souscription qui est faite pour un abonnement donc de barre de café, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait souscrire pour une boîte, par exemple, de 20 tous les mois. Ouais. Et l'idée des ambassadeurs aussi, c'est qu'on soit connecté sur le territoire et qu'on puisse s'échanger. C'est-à-dire que moi j'étais en vacances, il me reste des barres de café, je les consommerai pas toutes parce que par exemple je m'appelle Pierre et que moi je sais que la caféine pour moi, allez, une barre de café comme ça toutes les semaines, j'en ai trop. Ouais. Exactement. On peut échanger, pas de souci. Je te dépanne. Mais donc bon, pour revenir à l'aspect pratico-pratique sur le terrain, l'idée c'est qu'en fait à chaque fois qu'on a un service de souscription comme ça qui est mis en place, où on a l'engagement d'une personne pour une année à avoir tous les mois une boîte de Coffee Pixel, nous on plante un caféier. On plante un caféier ou un autre arbre, mais un caféier c'est quand même pas mal pour débuter, parce que un caféier ça produit ses premiers fruits au bout de 3 ans, et que du coup si la personne elle répète ça tous les 3 ans, peut-être qu'au bout de 3 ans elle consommera le café de son caféier qui a été planté. Et qui sait, en 3 ans, on va développer aussi d'autres choses. On peut avoir la cannelle, on peut avoir la vanille, on peut avoir les champignons, on peut avoir l'eucalyptus, on peut avoir des plantes herbacées. Tout est possible. La forêt, la nature est fantastique. La forêt est diversifiée et on en apprend tous les jours. On en apprendra toute notre vie. Et donc vraiment, c'est vraiment réouvrir le champ des possibles à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Ah, mais ce serait top. Puis c'est vrai que comme tu dis, le champ des possibles va sans doute s'ouvrir avec ce qui va être proposé dans la même forêt, adjoindre la même, voilà, comme tu disais, je sais pas, la vanille qui est aussi de Madagascar, dans cette reforestation et faire des nouveaux produits avec. Et puis, qui sait, un jour aller sur le lieu où on a participé à planter ce caféitier, rencontrer vraiment le caféitier. Exactement. Dialoguer avec lui, faire du lien humain. Exactement. Voilà. Et donc en fait, je vais te donner une petite exclusivité, Pierre, parce qu'on parlait de caféine. On a plusieurs projets qui sont en cours par rapport à ça. Il faut savoir qu'on considère tout le temps l'Éthiopie comme le berceau du café. L'Éthiopie est le berceau de l'Arabica sans conteste. Par contre, on a Madagascar qui est le berceau du Robusta. Et Madagascar s'est émancipé du continent africain et les animaux sur Madagascar ont subi une évolution qui est complètement atypique. C'est exactement pareil pour les plantes. Et il y a 59 espèces endémiques de café à Madagascar. Dans ces 59 espèces-là, il y en a beaucoup en fait qui sont faibles en caféine, voire sans caféine naturellement. D'accord, parce que 59 tu dis, et nous on connaît Arabica, Robusta, c'est tout en France. Hein. Exactement. Alors c'est quand même l'ordre des Robusta. D'accord. C'est pas de l'Arabica. Mais par contre c'est des cafés complètement différents, c'est des cafés botaniques. C'est des variétés botaniques, c'est pas des variétés cultivées, c'est pas des cultivars, etc. Et donc jusqu'à présent en fait on les considérait inexploitables parce que soit la fève était trop petite, soit le fruit était trop gros, fallait standardiser les machines, etc. Avec l'approche Coffee Pixel, ça on peut le retraiter très facilement. Et donc en fait on peut vraiment faire que cette diversité soit une plus-value et pas une contrainte en fait. Et c'est ça tout l'intérêt en fait. C'est ça qu'on voit aussi à travers de la permaculture où on dit mais regardez, mais ah ouais alors certes c'est plus productif mais du coup il faut de la main d'œuvre. Bah oui mais on a trop de gens dans les villes et puis là avec le Covid je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir revenir à la campagne. Donc allons-y, pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose de basé sur la diversité? Et puis après certes on a une limite technique aujourd'hui à ce qu'on peut faire sans la main d'œuvre sur des systèmes hyper diversifiés, mais Idriss nous présentait aujourd'hui des origamis qui permettent de réaliser des fonctions mécaniques. Donc tout simplement en fait c'est une origami dont une fois on a le secret de la forme, quand on aspire l'air, la forme se met comme ça et quand on pousse l'air, et ben on va par exemple créer une main qui va fermer, qui va permettre d'attraper quelque chose. Donc il y a plein de systèmes comme ça qu'on va pouvoir développer. L'intelligence artificielle va avoir un impact capital parce que
elle va permettre une fonction presque cognitive en fait à la machine. Donc la machine, on va pouvoir, bon certes en lui donnant des indications très précises parce que la machine ne sait pas le pourquoi du comment est-ce qu'elle fait les choses, mais en lui donnant des informations suffisamment précises, elle va pouvoir nous récolter le café, elle va pouvoir peut-être coucher des mauvaises herbes. Enfin, bon, après les mauvaises herbes, je suis pas un partenaire je suis opportunités pas encore trouvées. Exactement, exactement. Les mauvaises herbes, c'est nos amis. Et donc voilà, en fait, je pense vraiment que c'est un produit de demain. Mais demain, c'est maintenant. Ouais, il y a un proverbe qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. C'est sûr. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ouais. Alors c'est maintenant. Ouais. Et on est là et on fonce. Ouais, bien sûr. Et puis ce produit, il a tellement de, comme on l'a dit, il touche tellement de choses. Diversité de la forêt, reforestation. Il coche les cases de la santé. Il peut aider les gens qui veulent se sevrer du café. Il peut aider toutes les franges de population qui sont simplement gourmandes parce que c'est super bon. J'ai goûté, je peux témoigner que c'est vraiment en goût bluffant comme c'est bon. Moi qui me fous le chocolat, ça fait très longtemps. Et ben là, j'ai redécouvert en fait un petit moment de plaisir parce que pour parler en toute sincérité, c'est vraiment pas un truc que je vais consommer au quotidien. Moi, ça va être mon petit plaisir en famille, prendre un petit dessert, pourquoi pas. Mais voilà, moi le quotidien, c'est vrai que c'est plutôt bain froid et sport et je suis pas en recherche de consommation externe, mais se faire plaisir de temps en temps avec un produit comme ça pourrait être génial pour moi. Mais on a chacun une consommation et un rythme de vie différent, évidemment. Je n'y vois que des avantages. La démarche derrière est absolument géniale. Allons-y, fonçons. C'est ça. Et donc, j'invite tous les gens qui sont prêts à nous rejoindre à se manifester. dans cette aventure, à se manifester. Et donc, on espère donc lancer donc les programmes de souscription et donc ce partenariat pour planter les caféiers. Le plus tôt possible, c'est en cours. Vous le serez sur les réseaux, vous le serez sur Verisme TV. De toute façon, on en reparlera avec Guillaume avec grand plaisir. Exactement, il n'y a pas de souci. Génial. Et je veux ce pin, c'est absolument Coffee Pixel. Coffee Pixel. Bon, merci, un grand merci Guillaume. Il y a pas de souci quand tu veux Pierre, et vraiment c'était un grand plaisir de parler avec toi comme d'habitude. Salut tout le monde, à bientôt. Salut.